Le Grand Soir Sud Radio, Philippe David, seul contre tous. 6 mois après son élection à l'Elysée, Emmanuel Macron fait le job. C'est ce que dit Philippe David ce soir, seul contre tous. Vous nous appelez, vous réagissez sur Sud Radio 0826 300 300. Vous votez sudradio.fr et sur le compte Twitter @Sud Radio. Philippe David, c'est à vous. Et on commence en écoutant ceci. Ce lieu, c'est celui de la France que le monde regarde. Car ce soir, évidemment, c'est l'Europe, c'est le monde qui nous regarde. C'était il y a 6 mois au Louvre, voulu par 2/3 des Français qui venaient de l'élire le président le plus jeune de l'histoire pour une puissance nucléaire, moins de 40 ans. Et seul contre tous, jusqu'à 19h sur Sud Radio, je le dis, 6 mois à l'Elysée, Macron fait le job. Il respecte son programme, des ordonnances sur le travail à la réforme de l'État. On ne peut pas dire la même chose de ses prédécesseurs. C'est pourquoi je le dis et je le répète, 6 mois à l'Elysée, Macron fait le job. En politique étrangère, il a remis la France sur les rails. Il a renoué les liens avec la Russie, a de bonnes relations avec Trump. C'est pourquoi je le dis et je le répète, 6 mois à l'Elysée, Macron fait le job. Il a resacralisé la fonction. Pas de roi fainéant à la Chirac, pas d'agitation permanente à la Sarkozy, pas d'escapade en scooter comme Hollande. C'est pourquoi je le dis et je le répète, 6 mois à l'Elysée, Macron fait le job. Enfin, il ne peut pas faire de miracle, il s'appelle Emmanuel, pas Jésus, donc il ne multipliera pas les pains et ne guérira pas les paralytiques. Par contre, il a gagné 2 points dans le sondage IFOP fiducial pour Sud Radio avec 52% de bonne opinion. C'est pourquoi je le dis et je le répète, 6 mois à l'Elysée, Macron fait le job. Et pour vous répondre ce soir, Jean Messia, membre du Front National, conseiller de Marine Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Et Loïc Prudhomme, député de Gironde, de la 3e circonscription, si je ne dis pas de bêtises, député de la France Insoumise. Bonsoir. C'est exact, bonsoir. Oui. Loïc Prudhomme, c'est votre première. On va commencer avec vous, si vous le voulez bien, parce que c'est le principe. Quand il y a un nouveau dans l'émission, on le fait toujours parler en premier. Très bien. Vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis que 6 mois à l'Elysée, Macron fait le job? Bah écoutez, vous dites qu'il vient de gagner 2% dans les sondages. Je pense que des 50 personnes qui étaient d'accord avec sa politique, j'ai trouvé la 51e, c'est vous. Et donc ça fait bien effectivement les 2% qui viennent de gagner dans les sondages. Vous êtes les 2%, monsieur Philippe David. Et voilà, on a trouvé les 2%. 2% des Français, c'est un sacré hommage quand même. Hein. Oui, non, j'ai dit 2% des satisfaits. Donc voilà, 50 auquel je m'associe. 50 personnes, c'est la 51e. Les 50 personnes, sans doute, ce sont les grandes entreprises du CAC 40. Enfin, vous voyez, tous ceux qui sont servis par cette politique depuis 6 mois, effectivement. Mais pour le grand nombre des Français que j'ai la prétention de représenter, des salariés et des employés en tout cas, je pense que le bilan est bien loin de celui que vous nous avez présenté. Et on pourra le détailler largement, notamment avec les ordonnances de la loi au travail qui reviennent dès le 21 novembre dans l'hémicycle. En seconde lecture. Voilà, en seconde lecture, et qui détricote tout le droit du travail, tout l'ordre social dans ce pays, et qui va apporter un coup rude à tous les gens qui galèrent dans ce pays, et on n'a pas vu pour eux d'amélioration depuis 6 mois. Et pour vous, Jean Messia, je suis sûr que vous n'êtes pas d'accord avec moi quand je dis 6 mois à l'Elysée, Macron fait le job. Eh bien, Philippe David, aussi étrange que cela puisse paraître, je suis d'accord avec vous. Il fait le job. La question, c'est quel job? Parce que c'est ça le véritable enjeu de ce débat, je pense, et nos auditeurs doivent être conscients que le job d'Emmanuel Macron, eh bien, c'est tout simplement le projet, d'exécuter le projet de ceux qui l'ont fait élire. Vous rappeliez tout à l'heure dans le discours en exergue... C'était au Louvre. Au Louvre. Enfin, devant la pyramide. L'Europe nous regarde, le monde nous regarde. Que fait Emmanuel Macron? Il ne fait en réalité que prolonger le paradigme néolibéral et européiste qui s'est ouvert, dont la parenthèse s'est ouverte au début des années 80. Et donc, en quelque sorte, il est élu à contre-courant du devenir du monde, puisque un nouveau paradigme est aujourd'hui en gestation, représenté par Trump, représenté par le Brexit, représenté par Poutine, par la Chine, par l'Inde. Et donc, en fait, Emmanuel Macron, en 2017, sur le plan programmatique, c'est exactement, je dirais, un François Mitterrand en 81 qui est élu sur un programme de gauche façon années 60, alors même que le monde de l'époque est en train de devenir néolibéral. Et donc, on a cette séquence... je vous coupe, avec l'arrivée de Thatcher en Angleterre, au Royaume-Uni en 79, Reagan aux États-Unis en 80, etc. Et le hasard a fait que ce sont ces deux pays-là qui referment cette parenthèse en 2017 par l'élection de Trump et par le Brexit, avec le départ d'un nouveau paradigme auquel donc Macron est en quelque sorte à contre-courant. Il n'est pas dans le sens de l'histoire, mais il fait le job
du système qu'il a mis en place. Loïc Prudhomme, il y a une chose qu'on ne peut pas nier à l'action de Macron si on le compare à ses prédécesseurs, c'est sa volonté de mettre en place rapidement son programme de campagne. Alors pas forcément de la façon dont tout le monde aurait aimé qu'il le fasse, à savoir avec les ordonnances, mais bon quand même, loi de moralisation de la vie publique, réforme du marché du travail, dédoublement des classes de CP, bon voilà, là je tire un peu dans le vague. Il a lancé quand même pas mal de projets, le chef de l'État. Oui, mais c'est des projets qui servent toujours les mêmes, c'est ce que je disais. Donc effectivement, il va vite. Lui, c'est pas une république qui le dirige. Ils nous le disent à longueur de journée, les ministres du gouvernement et les députés de la République en marche. C'est la start-up nation, comme ils disent. Voilà, c'est pas un gouvernement. 67 millions de personnes, c'est une grosse start-up. Oui, non, mais il n'y a pas 67 millions. C'est Marine la première à avoir utilisé cette expression d'ailleurs. Oui, mais qui est pas très heureuse à mon sens. On n'est pas dans une start-up et le gouvernement, lui, c'est un conseil d'administration. Ah non, mais c'est un constat. Donc nous, on est. Vous faites vôtre. Donc là, effectivement, l'idée c'est plutôt d'avoir un président qui servirait une république qui soit bienveillante et qui soit utile à tous. Donc voilà, moi c'est ce que je réfute, c'est son projet qui est vraiment au service d'une classe particulière. Et vous avez cité de nombreuses choses, moralisation de la vie publique. On voit tellement pas où ça en est arrivé que en fait François de Rugy est en train d'essayer de faire ça seul dans son coin avec le bureau de l'Assemblée nationale. Pour essayer d'aller un petit peu plus loin. L'éducation nationale, on voit qu'ils ont proposé ces dédoublements de classes. Pour le CP et le CE1 dans les REP. Dans les REP et les REP+, laissant aux communes sans moyens le fait de construire les classes, les salles, parce qu'il faudra des salles pour accueillir ces dédoublements, et sans moyens même en termes de professeurs, puisque là on va aller chercher des effectifs sur le corps notamment des remplaçants, et donc on se retrouve avec un assèchement complet de ce corps des remplaçants dans l'éducation nationale pour essayer d'assurer ces dédoublements, et avec maintenant des professeurs absents qui ne sont pas remplacés. Bon, enfin bref, on peut détricoter toutes les lois qui... Alors qu'il les prive de la taxe d'habitation comme ressource. Mais Jean Messia, c'est vrai quand même, il respecte son programme. Ça n'a pas été tellement le cas de François Hollande, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Nicolas Sarkozy, pareil. Quant à Jacques Chirac, rappelez-vous, la fracture sociale. Le problème, si vous voulez, c'est que Emmanuel Macron n'est pas le président des riches, parce qu'à ce moment-là, à la limite, c'est discutable, mais bon, c'est le président des très riches, d'accord ? Donc c'est même pas le président d'une classe, je dirais, aisée, qui crée de l'activité, qui est une espèce de bourgeoisie moyenne, supérieure ou supérieure. C'est le président de gens très riches qui ont du capital et qui vivent en faisant du capital sur le capital. Avec, en arrière-plan, cette idée un peu farfelue, en tout cas jamais vérifiée et jamais théorisée, qu'il y aurait une théorie du ruissellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la classe très riche, très aisée, s'enrichissait, par une espèce de magie, ça retomberait en fait... Je vous coupe, on en parlait tout à l'heure, c'était une théorie chère à Reagan au début des années 80. Tout à fait, mais moi qui suis économiste, je peux vous dire qu'elle n'a jamais été théorisée par le moindre économiste. C'est effectivement une théorie qui est plutôt une théorie politique, qui d'ailleurs ne s'est jamais avérée, puisque sous Reagan, la théorie de l'offre et l'allègement de la fiscalité dans le programme de tax recovery de 81 n'a jamais donné le moindre signe, je dirais, d'aisance, en tout cas d'amélioration de la situation économique. Amélioration de la situation économique qui est venue par le programme d'armement, mais ça c'est autre chose. Emmanuel Macron, il exécute effectivement un agenda, un projet. Ce projet, c'est celui, je dirais, des très grands capitalistes, très grands patrons qui ne bénéficient pas, encore une fois, même pas à la bourgeoisie conservatrice. Exemple, il va aller grappiller, je dirais, les moyens de sa politique sur les couches populaires en grappillant 5 € sur les APL, la CSG, etc. Les très riches sont allégés d'un certain nombre de taxes. Et qui Vous voulez parler de la fin de l'ISF, par exemple, la flat tax. Et au milieu, aussi. Ça sera effectivement les classes moyennes et les classes moyennes supérieures qui vont supporter l'essentiel du coût du programme de Macron. Donc c'est une politique qui ne satisfait ni la bourgeoisie conservatrice moyenne supérieure, ni les couches populaires, et qui satisfait effectivement ceux qui payent l'ISF, c'est-à-dire un pourcentage infinitésimal de la population française. Loïc Prudhomme, président des super riches. Nous, on le qualifie de président des riches, parce qu'à partir de quand on est super riche ou riche... Pour François Hollande, on était riche à 4 000 € par mois. Oui, non, là en l'occurrence...
c'est au-delà de ça, mais non, mais c'est surtout, moi, je réfute un petit peu l'analyse de mon voisin. Ça vous étonnera pas, parce que je pense que même les classes moyennes vont pas s'y retrouver. C'est ce que je dis. Voilà, non, mais il va même pas aider ces classes-là. Et vous allez avoir de la concurrence autant l'un que l'autre. Non, mais c'est ce que je dis. Je dis qu'ils ne bénéficient pas. Non, attendez, je dis que c'est pas les classes moyennes qui seront laminées, c'est vraiment les classes les plus faibles. Et les classes moyennes et les classes supérieures. En fait, tout le monde, sauf les populaires, sauf les super riches. Les plus populaires, et sous un aspect de modernité, en fait, c'est la continuité des politiques libérales. Moi, je dis, c'est la réincarnation de Margaret Thatcher déguisée en gêne. C'est pas très moderne. Mais non, mais il nous a fait en plus l'épisode Macron à la plage, Macron en boxeur. On y reviendra sur la communication du président. Macron Big Jim. Mais c'est une continuité. Et en plus de cette continuité, il va dans le pire, parce que je voudrais quand même aussi relever un des éléments que vous n'avez pas noté, c'est que et parce que c'est d'actualité, vous en avez parlé juste avant, aussi sur les politiques écologiques, où là on est dans des renoncements sans précédent. Sur le nucléaire, vous voulez dire ? Le nucléaire, entre autres, mais pas seulement, les accords climat, le changement de modèle agricole, enfin, tout ça vraiment va desservir les plus fragiles d'entre nous, c'est-à-dire la grande majorité de la population française, et pour servir des riches ou des ultra-riches, peu importe, au-delà. C'est pour moi une fuite en avant ultralibérale, déguisée, si vous voulez, avec un bariolé en social de temps en temps, mais qui est ultralibéral. Exemple, par exemple, la politique migratoire, qui comment dirais-je, est masquée sous les oripeaux de l'humanisme, etc. En réalité, c'est une politique qui est éminemment libérale, qui vise ni plus ni moins qu'à faire pression sur les salaires. Donc c'est une immigration économique, et qui vise aussi, je dirais, à arracher l'identité du pays, parce que le libéralisme adore l'homo economicus, qui est un individu interchangeable, déraciné, susceptible d'être le consommateur idéal et le producteur idéal. Et Macron sert ce modèle dans lequel il n'y a pas d'identité, ou en tout cas toute forme d'identité doit être combattue pour faire en sorte que le marché soit le plus efficace possible. Mais quand même, il faut reconnaître une chose, Loïc Prud'homme, c'était il y a 6 mois ce soir, il a quand même été élu, et largement, 2 tiers, 1 tiers. Il a été élu, mais pas pour ce programme-là, il a été élu pour faire barrage à la candidate de mon voisin. Donc c'est pas sur ce programme économique. Vous avez d'ailleurs appelé à voter pour Macron. Donc, d'accord. Donc voilà, c'est de ça dont il s'agit. Vous avez voté Macron vous-même ? Est-ce qu'il a été élu pour réaliser ce programme-là économique ? Nous, on prétend qu'il n'y a pas de base sociale pour réaliser ce programme-là économique, et que voilà, c'est juste les gens ont voté pour lui pour faire ce barrage dont on vient de parler. Mais y compris la France insoumise, il faut le rappeler. Donc, les seuls opposants à la politique de Macron, d'abord qui se sont retrouvés au 2e tour face à lui, et puis qui ensuite incarnent aujourd'hui donc l'opposition, c'est effectivement le Front National et les députés du Front National, même s'ils ne sont pas nombreux. Mais après, il y a une réalité aussi dans l'hémicycle qui n'est pas la même que celle que vous avancez. Il y a le qualitatif et le quantitatif. Enfin, et puis bon, il y a le mode de scrutin aussi. En Allemagne, l'AfD, avec un pourcentage inférieur au nôtre, casse 80 députés avec la proportionnelle. Je pense que sur l'alternative à M. Macron, les gens ne sont pas dupes et voient bien qui fait le taf et qui s'occupe des gens les plus fragiles. Dans l'hémicycle, nous, on est au charbon depuis le 20 juin. Donc voilà, on peut pas le dire des deux côtés de l'hémicycle. Les députés du Front National sont ceux qui ont proposé le plus d'amendements, même s'ils sont les moins nombreux. On va revenir quand même sur le bilan d'Emmanuel Macron dans quelques instants sur Sud Radio. Vous pouvez continuer de réagir au 0826 300 300 et vous continuez de voter évidemment sudradio.fr et sur le compte Twitter @sudradio. Pour l'instant, vous êtes 78% auditrices et auditeurs de Sud Radio à ne pas être d'accord avec Philippe David quand il dit qu'Emmanuel Macron fait le job depuis 6 mois. Restez avec nous sur Sud Radio, on revient dans quelques instants. Le grand soir Sud Radio, Philippe David, seul contre tous. Et seul contre tous, Philippe David défend Emmanuel Macron ce soir sur Sud Radio. Après 6 mois à l'Élysée, il fait le job. Vous êtes 78% à ne pas être d'accord avec lui. Alors quelques morceaux choisis, parce que vous commentez beaucoup également sur le compte Twitter @Sud Radio. Christophe qui nous dit, en regardant bien, Macron fait les choses à moitié, mais il n'est pas le Père Noël et Édouard Philippe n'est pas assureur. C'est un clin d'œil à Édouard Philippe dans vos Antilles. Et on a également Rogers qui nous dit Macron s'est fait élire avec de belles phrases de remaniement, ou encore Patricia, il fait bien le job. Et le job, c'est quoi ? C'est brader la France. Loïc Prud'homme, il brade la France, Emmanuel Macron ?
Je ne sais pas ce qu'il brade, en tout cas. Parce qu'à la France. Il brade la main-d'œuvre des Français avec toujours sa préoccupation de flexibilisation du marché du travail. Donc, ça, je sais qu'il brade la force de travail des gens qui n'ont que ça à vendre pour vivre. Donc, ça, c'est clair. Il le brade, les gens ne sont pas dupes et ils s'aperçoivent bien que dans leur quotidien, leurs conditions de vie ne se sont pas améliorées. L'accès au logement est toujours aussi difficile. Mais c'est le président de la République française. Pourquoi ça vous fait peur le mot France? Je ne comprends pas ça chez la France insoumise. À chaque fois qu'on parle de brader la France ou de parler d'identité, ça vous fait flipper. Pourquoi? Je vois pas le rapport avec la question. La question, c'est brader la France et c'est comme si ça vous brûlait la langue de dire France. Sur le registre économique, vu que c'est un petit peu les questions qu'on a évoquées juste avant. Mais effectivement... Peut-être que à cause des ventes d'Alstom, etc. C'est peut-être aussi ce que voulait dire le tweet, parce qu'un tweet peut toujours être... C'est tout, effectivement. On parle. C'est brader la France, je disais tout à l'heure, brader son identité par une immigration incontrôlée. Là, clairement, on ne sera pas d'accord. Mais oui, mais parce que vous, si vous voulez, pour vous... si vous voulez, le problème, c'est que la France insoumise, moi je trouve, et c'est... sans vous manquer... c'est pas la France insoumise, c'est Macron. Oui, mais justement, mais ils s'autoproclament les premiers opposants à Macron. Donc, course ni de premier. Donc moi je pense, si vous voulez, intérieurement, mais sans vous manquer de respect, que la France insoumise, c'est un peu, je dirais, l'idiot utile de la politique de Macron. Voilà, sans manquer de respect pour qui que ce soit. Heureusement que vous avez du respect, sinon j'imagine ce que seraient des propos. Non, mais je veux dire, voilà. Mais quand même, il y a quand même un point qu'il faut lui reconnaître. Est-ce qu'il n'a pas, parce que les Français aiment bien d'avoir un président de la République qui est de la tenue, est-ce qu'il a quand même pas resacralisé la fonction? Quand vous le voyez, alors vous n'êtes pas d'accord avec les lois qu'il fait signer, c'est un simulacre. Il est à l'Élysée, il y a les ministres concernés autour de lui, il signe les décrets d'application. Moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine solennité. Il a resacralisé la fonction. Mais pourquoi faire? Ça s'appelle de la mise en scène, ni plus ni moins. Monsieur David. Vous trouvez que c'est de la com? C'est une agence. Ça fait partie du rôle de président, non? Quand même, la mise en scène dont vous parlez, la visibilité. L'agence de com permanente, c'est juste pas possible. C'est aussi manquer de respect aux gens, quoi. C'est leur faire croire que tout est dans l'image, mais qu'ils comprennent rien au fond. Mais les gens ne sont pas dupes. Ils comprennent bien ce qu'il y a au fond des mesures qu'il prend. Il aurait pu les signer devant des caméras avec des belles mises en scène et ses ministres autour. Mais quand il signe l'abrogation et la fin du code du travail, les gens savent ce que ça veut dire derrière. Donc la com, ça va bien pour attraper des gogos, mais à un moment, ça se termine, quoi. Dire que là, c'est terminé, les gens savent. Et vous ne trouvez pas qu'il a resacralisé la fonction, Jean Messia? Parce que sous Hollande, elle était quand même passée un peu par pertes et profits. Sous Sarkozy, c'était l'agitation permanente. Non, mais tout est relatif. Je veux dire, effectivement, par rapport à Hollande, c'est pas très difficile de sacraliser la fonction. Si c'est juste s'éloigner et rendre sa parole un peu rare par rapport à la presse, etc., moi je trouve que ça relève du simulacre. En réalité, à la tête de la République française, nous avons une espèce de Robocop qui est là pour exécuter le programme de ceux qui l'ont créé. Voilà. Sur la loi travail, en fait, si vous voulez, il faut bien comprendre, partir du constat qui est celui de la politique d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron considère que si la France ne connaît pas les performances du reste de la planète, et notamment des pays anglo-saxons, c'est qu'elle n'est pas assez intégrée au marché mondial parce qu'elle a toute une série de protections institutionnelle, protection géographique, protection commerciale, etc., qui, lorsqu'elles seront savamment démantelées, permettront au marché de procurer l'efficacité maximale. Donc c'est la croyance que le marché va tout régler. Si l'offre et la demande est libérée de manière totale, nous aurons des équilibres partout. Un équilibre sur le marché de l'emploi avec un faible chômage une fois qu'on aura fait disparaître le salaire minimum, le droit du travail, le rôle des syndicats, etc. Sur le commercial également, laissons partir Whirlpool, puisque c'est un darwinisme économique, il n'y a pas de problème. Et donc, il est là pour exécuter un agenda d'une sorte de libéralisme mécaniste qui, lorsqu'il aura écrété toutes les protections, les restantes protections, parce qu'en réalité, il y en a énormément qui ont déjà été démantelées, ça permettra à la France de s'insérer pleinement dans la mondialisation libérale et, effectivement, d'avoir une efficacité dans tous les domaines. Alors, de là de ça, il y a une réalité également qu'on ne peut pas nier, c'est ce dépassement du clivage politique gauche-droite. Est-ce qu'il a un petit peu coupé court à cette prédominance de la classe politique, à ce qui se faisait auparavant, avant son élection? Clairement non. Il a voulu nous faire croire qu'effectivement ça dépassait des clivages, mais on voit bien, c'est ce dont il s'agit, c'est de ces politiques libérales qui sont en cours dans notre pays depuis 20 ans, et encore je suis un petit peu juste, peut-être ça fait même 30,
et nous faire croire que ça n'avait pas de parti et pas d'idéologie. Mais je suis désolé, c'est un président de droite qui mène une politique de droite. Est-ce que quelque part, en votant Macron, et je vais aller dans votre sens, les Français, ils n'ont pas fait du dégagisme? Ah ben, sans doute. Et le renouvellement de l'Assemblée, c'était aussi une volonté. On l'a analysé, nous, le phénomène dégagiste. Alors, ça n'a pas pris la forme que nous, on aurait aimé que ça prenne, hein, clairement. Mais peut-être que ça participe à ça. Mais lui, en tout cas, ne fait pas de dégagisme au niveau économique. Hein. C'est toujours les mêmes recettes de flexibilisation. Et voilà, c'est la continuité des politiques qui sont des politiques de droite, la politique de l'offre à tout prix. C'est pas qu'une politique de droite, puisqu'en fait, il faut quand même rappeler que la globalisation financière et l'insertion de la France dans la globalisation financière, c'est la gauche de Mitterrand et des communistes qui l'ont mis en place dans les années 80, puisque les lois bancaires de 84 et 86 qui ont inséré la France dans le marché financier mondial ont été votées sous la gauche. Les communistes n'étaient plus au gouvernement en 84-86. C'était la gauche, mais il y avait la pas gauche. les communistes. C'était la gauche. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il a fait quelque part, Macron, du dégagisme? Il a fait du dégagisme. Il a fait imploser le paysage politique français. Regardez, les Républicains, en ce moment, ils s'entretuent. Alors qu'ils ont pourtant la deuxième force en présence dans l'hémicycle. On ne les entend pas. Il a fait du dégagisme sur sa droite, quoi. Comme maintenant, il incarne, lui, tout ce qui... Voilà, cette droite, ce centre-droite. Effectivement, tous les clivages à droite ont explosé. Donc c'est pour ça que nous... Même au PS, hein. Oui, mais donc c'est pour ça que je vous parle bien de droite et de centre-droit. Le PS, il est quand même à sa gauche, à Macron. Ça dépend de quel côté il se tourne, quoi. Et ça dépend de quel PS on parle. Parce que... Voilà, donc c'est quand même une particularité du PS, c'est qu'il lui-même ne sait plus s'il est à droite ou à gauche. Et à l'intérieur, c'est Monsieur Faure qui disait, il y a autant de courants que d'adhérents au PS. Donc quand ils auront réglé ça, on saura s'ils sont à droite ou à gauche de Macron. Mais en attendant, on a une alternative à proposer avec la France Insoumise, et qui est une alternative clairement de gauche. Et quand je dis de gauche, quand vous dites que la France... Jean Messia, il a fait imploser tout le paysage politique français. Oui, mais les Républicains, ça a implosé. En même temps, c'est à la rue. Même le Front National n'est pas en très bon état en ce moment. Il ne faut pas le charger. Pas en bon état. Il est en meilleur étal que tous ceux que vous venez de citer. Ce qui n'est pas très difficile, soit dit en passant. Hein. Oui, mais en moins bon état que ceux que vous n'avez pas cités. Oui. Ce que je veux dire, c'est quand vous dites les Français ont voté, enfin, il faut quand même revenir à la séquence électorale. Bon, moi, j'ai eu la chance de la vivre de l'intérieur. On a quand même eu affaire à une propagande inouïe d'une coalition à la fois médiatique, financière, économique. Je me suis retrouvé sur des plateaux de télévision pour représenter Marine Le Pen entre les deux tours. Face à un macroniste, j'avais en réalité deux macronistes devant moi. J'avais le représentant de La République En Marche et le journaliste qui était avec lui. Donc, il ne faut pas non plus négliger, si vous voulez, cette coalition d'intérêts économico-politico-médiatiques qui s'est déchaînée pour porter Emmanuel Macron au pouvoir. Le premier à en avoir fait les frais, c'était François Fillon. Et puis ensuite, effectivement, Marine Le Pen. Mais raison, puisque dans le cas de François Fillon, on a pu remarquer que l'affaire Fillon n'était pas non plus exempt de faits avérés et vérifiables. Donc, à un moment donné, il faut pas se leurrer non plus. Oui, mais c'est à la justice de trancher. C'est certainement pas ni aux médias, ni aux partis politiques de... Mais c'est notre rôle de relayer aussi ces informations-là quand elles sont je pense, si vous voulez, parce qu'il faut toujours reprendre la hauteur de ce qui se passe à travers le monde. Le système que représente Macron est un système mondial. Il a été défait aux États-Unis, il a été défait en Grande-Bretagne, et il y a une sorte de mère de toutes les batailles qui s'est organisée pendant l'élection présidentielle, dans lequel ce système mondial ne voulait pas que la France soit le troisième maillon de la chaîne à tomber. Et ils ont réussi. Il y a quand même une chose où il a réussi. Vous n'allez pas être d'accord avec moi, Loïc Prudhomme. La politique étrangère. Hollande, la France n'avait plus aucune politique étrangère. Lui, il a retissé des liens avec la Russie. Il pourrait mettre vraiment les petits plats dans les grands, vous me passerez l'expression. Il reçoit Poutine à Versailles sur une exposition de Pierre le Grand. On disait que Trump, il le reçoit au 14 juillet pour le défilé aux Champs-Élysées. Il a remis la France à sa place.
Autant pour Poutine, je peux que me réjouir parce que nous, on a dit qu'il fallait avoir une approche diplomatique des relations avec la Russie, que ce soit Poutine ou un autre, mais bon, avec la Russie, parce qu'on peut pas faire la guerre contre tout le monde. Excusez-moi, mais Hollande avait des relations exécrables avec Poutine. Oui, mais c'était bien un problème. C'était bien un problème au niveau géopolitique en Europe. Et c'est pour ça que nous, alors, on s'est fait tancer pendant des mois parce que Jean-Luc Mélenchon disait il faut avoir des relations diplomatiques dignes de ce nom avec la Russie de Poutine. Et bon, on nous a reproché ça pendant assez longtemps. Et au lendemain de l'élection, on s'aperçoit que Emmanuel Macron met en place juste les... mais rapidement en plus. Hein. Rapidement. Donc moi, je peux que me réjouir de ça parce qu'effectivement, des relations apaisées et normales avec... Sans faire non plus l'impasse sur les problématiques liées quand même à la politique de Vladimir Poutine. Mais sans faire d'impasse. Par les droits de l'homme, les homosexuels... On est bien d'accord, mais voilà. Bon, attendez, c'est pas le seul. Je veux dire, on a des relations avec l'Arabie Saoudite, on a des relations avec des pays qui respectent pas la Chine. Mais autant avec Trump, par contre, au 14 juillet, bon, le signal était un peu moyen, quoi. Parce que c'est vrai que l'élection de Trump, c'est son rejet de tous les accords de climatiques ensuite, etc. Bon, vous voulez choisir vos partenaires. On va parler du climat après. Il fait quand même nettement mieux que Hollande en politique étrangère. Vous allez me dire que c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, ouais. Non, mais je veux dire, il faut pas. Attendez. Avec la Russie, oui, mais attendez, il faut pas confondre le contenu et le contenant. Ok, sur la façade, sur le contenant, sur ce qu'on voit, l'image est belle. Maintenant, quel contenu? Est-ce que vous êtes capable de me dire aujourd'hui quel est le contenu de la nouvelle relation franco-russe qu'a instauré Macron? Est-ce que vous êtes capable de me dire quelle est la politique arabe de la France sous Macron? Est-ce que vous êtes capable de me dire le contenu de la relation bilatérale franco-américaine sous Macron? Personne n'est capable de le dire, tout simplement parce qu'elle n'existe pas, ou au mieux, c'est une continuité de ce qui existe, c'est-à-dire une France inféodée à l'intérieur de l'Europe et à l'intérieur de l'OTAN. Donc en réalité, l'image est belle, ça plaît à la galerie, mais le contenu, c'est quoi? Il n'a pas changé. Et alors, le point de l'environnement, vous le souleviez, Loïc Prudhomme, quand Trump, on revient encore à Trump, dit « je sors des accords climat », lui, il fait un tweet, mais il le fait en anglais, désolé, « Make our planet great again ». Il explose le nombre de tweets, il devient littéralement une icône mondiale. Oui, donc c'est qu'il a réussi. Ah oui, on voit bien le résultat. C'est qu'aujourd'hui, il a renégocié, il a fait en sorte de plomber tous ces accords climat, et notamment au niveau de l'Europe, où il y avait ces objectifs d'atteindre 27% d'énergie renouvelable en 2030, où il a fait tout ce qu'il fallait avec ses non-papers là, pour arriver à plomber tout ça. On voit qu'aujourd'hui, l'histoire de la transition énergétique avec la sortie du nucléaire, c'est plus que de la vieille histoire. Et moi, pour reprendre son Make Our Planet Great Again, moi c'était Make Nicolas Hulot Green Again, parce que c'est ce que j'ai dit dans l'hémicycle. Parce que alors je traduis pour les auditeurs, remettez Nicolas Hulot en vert. C'est ça. Et reverdissez Nicolas Hulot. Ben oui, parce que clairement, hormis les effets de tweet, ça mange pas de pain. Derrière, la politique réelle en faveur de l'environnement et de l'écologie, elle est réduite à néant, voire même elle fait des marches arrière à grande vitesse. Jean Messia, vous parliez de la relation entre Français et Américains, mais lors de la rencontre à l'ONU entre les chefs d'État qui s'est déroulée fin septembre, Emmanuel Macron n'avait pas manqué de repositionner la France justement face aux États-Unis, face au discours particulièrement belliqueux de Donald Trump à la tribune de l'ONU. Donc au final, il replace quand même la France au centre du jeu diplomatique mondial. Mais c'est purement déclamatoire. C'est quoi la conséquence de ça? Quelle est la conséquence concrète de ça? Qu'est-ce que fait la France aujourd'hui? Ça permet quand même à la France d'exister sur la scène internationale. On va prendre un exemple simple. Sur le dossier iranien, quelle est la position de la France en tant que puissance indépendante et souveraine qu'elle n'est plus? On ne l'a pas. En réalité, c'est pour résumer, il a pris le contre-pied de Donald Trump. Macron met la France au service de son propre ego. Voilà. Et donc, effectivement, il a une posture, il a une position qui lui permet de s'afficher, lui, Emmanuel Macron, comme un président qui fait, etc. Mais est-ce que la France, derrière, profite de ça? Est-ce que c'est vraiment un regain de la position de la France? Je ne le crois pas. Sur la question écologique, la première des écologies, c'est effectivement le patriotisme économique, c'est de produire sur place. C'est d'instaurer le protectionnisme intelligent et de faire en sorte de favoriser les circuits courts. Si on ne fait pas ça, si on n'est pas capable de faire ça, il ne faut pas venir nous tenir des grands discours sur l'écologie dans 100 ans. Il nous reste 30 grosses secondes. Dernière question à tous les deux. Aujourd'hui, dans le dernier sondage IFOP fiducial pour Sud Radio, il gagne 2 points, 52% d'opinion favorable. C'est la preuve qu'il a réussi. Non, je pense pas qu'il ait réussi. Au moins ces 6 premiers mois.
Non, il a juste réussi à démarrer cette start-up et cette opération de com. Nous, on pense qu'il échoue pour l'instant à faire une république écologique et sociale où chacun peut s'épanouir sans écraser l'autre. Et pour vous, Jean Messia, en 10 secondes. J'ai pas vu que... Non, il nous reste 57-20. Il nous reste 30 secondes. Allez. Bon, écoutez, je ne suis pas au courant de ce sondage. secondes. Tous les sondages que j'ai vus ces derniers jours, c'était une majorité de non-satisfaits de la politique de Macron, qui va jusqu'à 59% pour certains sondages, que d'ailleurs BFM TV a transformé en 59% des Français disent qu'il est trop tôt pour juger. Voilà. Donc moi je pense que globalement quand même les Français sont... C'est pas le même sondage, mais effectivement il y a eu aussi ce sondage de... Mais le nôtre est meilleur parce que c'est IFOP fiducial pour Sud Radio. Merci beaucoup Loïc Prudhomme, député de Gironde de la France Insoumise. Merci beaucoup Jean Messia, conseiller de Marine Le Pen. Verdict. Eh bien, auditrices et auditeurs de Sud Radio ne sont pas d'accord avec vous lorsque vous défendez Emmanuel Macron après ses 6 mois à l'Élysée. 76% d'entre eux ne sont donc pas d'accord avec vous, Philippe David. Et restez bien avec nous pour prendre la parole. On va se poser la question s'il faut commémorer mai 68. On aura même Alain Krivine avec nous, un des leaders du mouvement d'il y a 50 ans. Restez bien avec nous sur Sud Radio.